Chapitre 9. Assumer la responsabilité de nos ressentis. J'espère avoir clarifié l'importance des ressentis et pourquoi on a besoin d'avoir un bon vocabulaire de ressenti et d'exprimer ouvertement ce qu'on ressent. Mais il est important également d'assumer la responsabilité de nos ressentis, de n'insinuer d'aucune manière que ce que les autres font ou disent a le pouvoir de nous faire ressentir ce qu'on ressent. Nous savions ça quand nous étions très jeunes probablement. Vous avez probablement votre propre version d'un dicton que les enfants de mon quartier répétaient souvent. Il disait « Bâtons et cailloux peuvent me briser les os, mais les insultes ne peuvent jamais me blesser. » Rien qu'à 6 ans, nous étions conscients que nous avons le choix de la manière dont nous réagissons à ce qui se passe. Que les insultes des autres pouvaient seulement nous blesser si on les prenait d'une certaine façon. Mais on a probablement perdu cette sagesse en étant influencé par des gens qui ont utilisé la culpabilité pour nous manipuler, qui ont essayé de nous faire croire que notre comportement pouvait créer leur douleur. Et donc, on a commencé à se sentir responsable de leurs ressentis. Le mot responsable veut dire qui a la capacité de réponse. On peut seulement être responsable pour les choses qu'on a la capacité de contrôler. On ne peut pas contrôler comment les gens interprètent notre comportement, et donc on n'est pas responsable de leurs interprétations ou des ressentis qui découlent de leurs interprétations. On est responsable de notre comportement, de nos intentions. De la même façon, les autres sont responsables de leurs intentions envers nous, ils sont responsables de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Et nous sommes responsables pour la façon dont on prend ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ce qu'on ressent va dépendre de la façon dont on le prend. Donc, nos ressentis sont le résultat de ce qu'on choisit de faire, et donc on est responsable de nos ressentis. C'est pourquoi, en communication non violente, on fait suivre chaque expression de nos ressentis par les mots « parce que je ». Je me sens blessé parce que je. Je suis content parce que je. Jamais tu me fais ressentir ceci ou cela. Je suis fâché parce que tu. Toujours, je ressens parce que je. Dans notre développement, il est important d'être conscient que quel que soit ce que nous ressentons, c'est le résultat de la façon dont nous prenons les choses. Donc il est important d'être conscient de ce qui se passe dans notre tête, qui crée nos ressentis. Malheureusement, nous avons été programmés à penser d'une façon où ce qui se passe dans notre tête la plupart du temps, ce n'est pas ce qui est vivant en nous ou chez les autres. Ce qui est présent dans notre tête la plupart du temps, ce sont ces jugements moralisateurs qui ont été programmés en nous. Ces jugements programmés, ils créent les ressentis suivants: colère, culpabilité, déprime et honte. Donc, lorsqu'on tourne nos jugements vers l'extérieur et qu'on pense que ce que les gens font est fou, mal, stupide, déplacé, etc., on va probablement ressentir de la colère. Mais il est important qu'on soit conscient que ce n'est pas ce qu'ils ont fait qui nous met en colère, c'est la façon dont on l'a pris, ce qu'on pense. Si on se sent déprimé, coupable, honteux, ce n'est pas les autres qui nous font sentir comme ça. C'est comment on s'interprète nous-mêmes, ce qu'on pense de nous-mêmes, qui nous provoque ces ressentis. Mais lorsqu'on communique avec les autres, idéalement, on communiquerait non pas ces pensées qu'on a à propos d'eux, mais on communiquerait plutôt à partir de ce qui est vivant en nous, à partir de nos besoins fondamentaux. Donc, pour ça, on peut utiliser ces ressentis, la colère, la culpabilité, la déprime, la honte, pour prendre conscience qu'en ce moment, on n'est pas vraiment connecté à nos besoins, on est là-haut dans notre tête, en train d'analyser et de juger les autres de façon moralisatrice. Donc ce qu'on a besoin d'apprendre à faire, c'est de rapidement identifier ces jugements qui provoquent ces ressentis, colère, culpabilité, déprime, honte, et d'être conscient que derrière ces jugements, à leur racine, il y a toujours nos besoins essentiels. Ce sont nos besoins qui sont à la source.
Malheureusement, nous n'avons pas été entraînés à aller directement à la source. On nous a entraînés à monter dans notre tête. Mais maintenant, on peut retourner. On peut voir le besoin derrière un jugement. Et donc plus tard ici, je décrirai particulièrement comment gérer la colère et comment ralentir et voir les pensées qui nous mettent en colère et comment entrer en contact avec les besoins essentiels qui sont en jeu. Mais pour l'instant, je voudrais juste me concentrer sur comment développer un vocabulaire de besoins qui soit suffisamment riche et comment exprimer nos ressentis en faisant toujours référence aux besoins que nous avons. Donc, je répète que les jugements moralisateurs, les critiques, les diagnostics et les interprétations que nous faisons à propos des gens sont des expressions aliénées de nos besoins. Si quelqu'un dit « tu ne me comprends jamais », bien évidemment, ils nous disent que leur besoin d'être compris n'est pas en train d'être satisfait. Si une compagne dit « tu as travaillé tard tous les soirs de cette semaine, tu aimes ton travail plus que tu ne m'aimes moi », elle nous dit que son besoin d'intimité n'est pas satisfait. Lorsqu'on exprime nos besoins indirectement à travers des évaluations, des interprétations et des images, les gens vont probablement entendre ce qu'on dit comme des critiques. Et quand on entend des critiques, on a tendance à investir notre énergie à nous défendre ou bien à contre-attaquer. Donc, si on souhaite obtenir de la compassion dans les réponses des autres, c'est aller contre notre but que d'exprimer nos besoins sous la forme d'interprétation ou de diagnostic du comportement des autres. Plus nous relions directement nos ressentis aux besoins que nous avons, plus il est facile et naturel pour les autres de répondre avec compassion à nos besoins. Mais comme je disais, la plupart d'entre nous n'ont jamais été entraînés à penser en termes de besoins. Nous avons été programmés à penser à ce qui ne va pas chez les autres lorsque nos besoins ne sont pas en train d'être satisfaits. C'est pourquoi, quand nous voulons que notre enfant accroche son manteau dans la penderie, et que nous disons qu'il est paresseux de laisser le manteau sur le canapé, cela ne rend pas cette action agréable à faire pour l'enfant. Ou bien encore, si nous interprétons nos collègues comme étant irresponsables lorsqu'ils ne font pas leur travail de la façon qu'on souhaite, cela ne rend pas le fait de changer de comportement joyeux pour eux. On m'avait demandé de servir de médiateur entre deux tribus qui étaient en guerre l'une contre l'autre, dans le nord du Nigeria. En un an, un quart de la population avait été tuée. Ça n'a pas été facile pour mon collaborateur de réunir tout le monde ensemble dans une salle. Il y avait eu tellement de violence entre les deux côtés, rassembler les chefs ensemble a demandé un effort extraordinaire de la part de mon collègue. Mais il y parvint, et me voilà dans une salle avec 12 chefs d'un côté et 12 chefs de l'autre. Et je leur pose cette question. J'ai dit, commençons par mettre au clair quels sont les besoins de tout le monde, quels sont les besoins qui ne sont pas en train d'être satisfaits. Je suis convaincu que lorsqu'il sera clair quels besoins ne sont pas en train d'être satisfaits, on trouvera une façon de satisfaire les besoins de tout le monde. Alors qui voudrait commencer? Quels sont vos besoins qui ne sont pas en train d'être satisfaits? Un chef de la tribu chrétienne cria vers l'autre côté de la table. « Vous êtes des meurtriers !» Immédiatement, une réponse fut renvoyée. « Vous n'arrêtez pas d'essayer de nous dominer !» Ceci est malheureusement ce que je vois se passer dans presque tous les conflits où on me demande d'être médiateur. Au lieu de savoir ce qui est vivant en eux, les gens savent seulement comment exprimer ces jugements. Mon travail dans ce cas est donc de traduire leurs jugements en leurs besoins, et d'aider l'autre côté à voir ses besoins et à ne pas avoir d'image d'ennemi. Donc, lorsque le chef a dit « Vous êtes des meurtriers !» je lui demandais « Chef, est-ce que vous dites que dans cette situation, votre besoin de sécurité n'est pas satisfait ?» Il me regarda et dit « C'est exactement ce que je dis. » Évidemment, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Il n'avait probablement pas été entraîné à penser en termes de besoins. Mais je pense que les besoins sont toujours une expression plus vraie de ce qui est vivant chez les gens que ces jugements d'autrui que nous avons été entraînés à faire. Donc, maintenant que son besoin de sécurité était clarifié, je me suis tourné vers l'autre côté de la table et je dis « Est-ce que quelqu'un de ce côté voudrait bien simplement répéter ce qu'est le besoin du chef pour que je sois sûr qu'on est tous en train de se connecter ?» Et la personne qui a répondu a dit «
Alors pourquoi vous avez tué mon enfant? Bien sûr, avec une telle tension entre les deux côtés, il n'a pas été facile pour moi d'aider l'autre côté à entendre les besoins du premier côté. Mais au final, il entendit que l'autre personne avait un besoin de sécurité. Ensuite, j'ai aidé ce côté à traduire leur jugement. Vous n'arrêtez pas d'essayer de nous dominer, en leurs besoins. Et j'ai dit à ce chef, est-ce que vous dites que vous avez un besoin d'égalité qui n'est pas satisfait dans cette situation? Et il répondit, c'est exactement ce que je dis. Et j'ai aidé l'autre côté à entendre ça. Pour en arriver là, pour faire que les deux côtés voient que les besoins en question étaient la sécurité et un besoin d'égalité, il y en avait quelques autres, mais ça nous a pris plus d'1 heure et demie, rien que pour arriver à exprimer les deux premiers besoins, rien que pour arriver à ce que les deux côtés voient que le besoin de sécurité et le besoin d'égalité étaient en jeu dans ce conflit. À ce moment-là, un chef qui n'avait pas encore parlé me dit d'une façon très animée, « Si on sait comment communiquer comme ça, on n'a plus à s'entretuer. » Et c'est bien ce qui a été mon expérience, que lorsqu'on a un langage de vie, un langage de besoin, c'est impressionnant comment des conflits qui semblent impossibles à résoudre se résolvent d'eux-mêmes. Chapitre 10. Apprendre un langage de besoin. Lorsque je travaille avec des couples, je demande aux couples qui sont venus, trouvez un conflit que vous n'êtes pas arrivé à résoudre, et voyons qui a le conflit qui dure depuis le plus longtemps et qui n'est pas résolu. Et quand on trouve ce couple qui a le plus ancien conflit non résolu, je vous parie qu'on peut le résoudre en moins de 20 minutes, à partir du moment où les deux côtés peuvent me dire de quoi l'autre personne a besoin dans cette situation. Le couple qu'on a trouvé dans tous ces ateliers, qui avait le conflit qui durait depuis le plus longtemps, avait été marié 39 ans et avait un conflit qui avait commencé 6 mois après leur mariage. C'était à propos d'argent et du chéquier, et elle avait dépassé la limite de découvert du compte, et donc depuis, c'est le mari qui faisait les chèques, et il ne la laissait pas en faire, et pendant 39 ans, ça avait été la cause de beaucoup de douleurs entre eux. Alors, je leur ai dit, si vous pouvez tous les deux me dire de quoi vous avez besoin, et que vous pouvez entendre les besoins de l'autre, je vous parie qu'on peut résoudre ça en moins de 20 minutes. La femme me dit, Marshall, je peux vous dire tout de suite qu'on ne va pas résoudre ça en 20 minutes, ça fait 39 ans qu'on parle de ça. Je lui ai répondu, attendez, je n'ai pas dit qu'on résoudrait ça en moins de 20 minutes, j'ai dit moins de 20 minutes à partir du moment où vous pouvez chacun me dire quels sont les besoins de l'autre. Elle dit, Marshall, quand on a été marié aussi longtemps, on sait de quoi l'autre a besoin. Je lui dis, ok, peut-être que je me trompe, mais ça ne nous prendra que 20 minutes pour savoir. Dites-moi de quoi il a besoin, lui me dira de quoi vous avez besoin, et on verra. Elle dit, il ne veut pas que je dépense d'argent. Et le mari répondit, c'est ridicule. Donc, ce qui n'était pas encore clair pour elle, c'est que ne veut pas que je dépense de l'argent n'est pas ce que j'appelle un besoin. C'est une stratégie pour satisfaire un besoin. Les besoins ne contiennent aucune référence à des personnes données effectuant des actions spécifiques. Les besoins sont universels, tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Donc je n'avais pas indiqué ça clairement pour elle, et je lui ai expliqué que ce qu'elle venait d'exprimer, c'est ce que j'appellerais une stratégie. Mais ce n'était pas un besoin. Alors, avec un peu plus d'explication, elle pensa qu'elle avait compris, et elle dit « Ok, j'ai compris, je vais vous dire ce que c'est, ces besoins. Il est comme son père, quand il s'agit d'argent, il a une mentalité de crise. » Donc, elle me donnait une analyse de sa personnalité, et elle ne réalisait pas que ce n'était pas une réponse à ma question « De quoi a-t-il besoin ?» Donc, je pouvais voir qu'elle n'avait pas vraiment conscience de ce qu'étaient ses besoins, alors je lui ai demandé à lui « Voudriez-vous dire à votre femme quels sont vos besoins ?» Il répondit « Marshall, ma femme est une épouse formidable, et une mère formidable, mais quand il s'agit d'argent, elle est totalement irresponsable. » Et elle répondit « Ça c'est vraiment injuste. » C'est tragique, vous voyez, tragique, quand on n'a pas un langage de besoin, on a seulement un langage qui implique que quand nos besoins ne sont pas satisfaits, c'est que quelqu'un fait quelque chose de mal. Donc, je l'ai aidé à traduire son jugement d'elle comme irresponsable avec l'argent,
En une expression de ses besoins, j'ai dit « Est-ce que vous avez besoin de protéger la famille financièrement? Est-ce ça qui est en jeu pour vous ?» Il répondit « Oui, c'est ce que je dis. » Mais bien sûr, il n'avait pas dit ça. Je demandai à la femme « Pourriez-vous me répéter ce que vous avez entendu que sont les besoins de votre mari ?» Et elle dit « Mais… » Et je lui dis « Non, non, pas de mais, je voudrais juste que vous entendiez ses besoins. Il pense que je suis irresponsable. » Vous voyez, elle réagit maintenant à toutes ces années où elle a entendu ce jugement. Et maintenant, même quand le besoin est exprimé, elle ne peut pas l'entendre. Donc j'ai dû répéter son besoin 2 ou 3 autres fois avant qu'elle arrive juste à entendre cette phrase simple, que son besoin concerne la sécurité et la protection financière de la famille. C'est ça qui était impliqué pour lui. Et ensuite, je l'ai aidé elle à identifier son besoin, qui est qu'elle a un besoin qu'on lui fasse confiance, qu'elle peut apprendre à gérer l'argent différemment de quand elle avait mis le compte à découvert 1 ou 2 fois au début de leur mariage. Donc elle avait besoin qu'on lui fasse confiance, qu'elle peut apprendre. Et j'ai dit au mari, « Pouvez-vous répéter son besoin ?» Et il répondit, « Ah, on sera sur la paille d'ici là. » Donc ce n'était pas facile pour lui de laisser de côté les images qu'il s'était fait d'elle et de simplement entendre ses besoins. Lorsque je suis arrivé à ce qu'ils entendent tous les deux les besoins de l'autre, ce qui a bien pris plus d'1 heure, à ce moment-là, il ne nous a pas fallu 20 minutes pour résoudre le conflit à la satisfaction de tout le monde. Donc, il est vraiment d'importance critique d'apprendre un langage de besoin, mais ce n'est pas facile étant donné la façon dont on a été programmé. Heureusement, on n'a pas tant de besoins que ça. L'économiste Manfred Max Neef, dont le système économique entier est basé sur la satisfaction des besoins humains, sa façon d'évaluer si une économie est saine ou pas est le degré auquel les besoins de tout le monde sont satisfaits. Donc, puisque tout son système économique est basé sur les besoins, il a beaucoup travaillé pour identifier quels sont les besoins fondamentaux que nous avons à satisfaire. Et il nous faut nous assurer que tout le monde sur la planète a ces besoins satisfaits. Et il détermine qu'on a des besoins que j'appellerai dans mon langage d'abord de subsistance. On a évidemment besoin de choses comme de la nourriture, protection contre les éléments, des vêtements pour nous protéger, etc. Donc appelons ces besoins des besoins basiques de subsistance. Et nous avons des besoins de protection, de sécurité. Un autre besoin important est pour de l'empathie. La plupart des gens ne connaissent pas ce mot, mais ils appellent ça la compréhension. Et comme on verra plus tard, je préfère le mot empathie pour différencier ça d'une compréhension purement intellectuelle. Pour moi, l'empathie, c'est vraiment le besoin humain. On en parlera plus tard. Et on a un besoin d'honnêteté, de clarté, pouvoir avoir confiance que ce que les autres disent, c'est vraiment ce qui se passe. On a un besoin de célébration, de jeu, de repos, et un besoin de créativité. On a un besoin d'amour. Alors ici, les gens qui utilisent la communication non violente utilisent le mot amour pour désigner un besoin. Les gens qui utilisent d'autres formes de communication pensent souvent que l'amour est un ressenti, et je parlerai de ça plus tard, mais le besoin d'amour est un besoin très important. Ensuite, on a un besoin de communauté, une communauté chaleureuse et accueillante. Un autre besoin est le besoin d'autonomie. Regardez dans le journal n'importe quel jour et voyez combien de guerres ont lieu sur la planète par rapport à ce besoin. Les êtres humains ne veulent pas que d'autres personnes prétendent diriger leur vie. Et on a un besoin de sens et d'avoir un but dans notre vie. C'est ce besoin que Viktor Frankl, le psychiatre autrichien, dans son livre « Nos raisons de vivre », dit être le plus important de tous les besoins pour atteindre notre pleine humanité. Le besoin de sens et de but. J'utilise les mots « un besoin de contribuer à la vie » pour désigner ce besoin. Donc, il n'y a pas tant de besoins que ça dont nous avons besoin d'être conscients et que nous avons besoin de communiquer. Mais il nous faut utiliser notre propre langage pour exprimer ces besoins, parce que c'est un aspect si vital de notre communication qu'il est nécessaire d'avoir un bon langage pour identifier nos besoins, un langage qui nous permette de sentir que nous sommes bien en contact avec nos besoins. Mais il se peut qu'il nous faille aussi de la souplesse pour trouver d'autres mots pour communiquer avec notre enfant de 4 ans. L'enfant a les mêmes besoins,
mais il se peut que nous ayons besoin de simplifier le langage. Dans un monde où on est souvent jugé sévèrement lorsqu'on identifie et qu'on révèle nos besoins, faire ceci peut être très effrayant. On enseigne souvent aux femmes, par exemple, que leur rôle en tant que femmes est de sacrifier leurs besoins et de prendre soin des besoins des autres. On enseigne aux hommes que les hommes courageux n'ont pas de besoins. Leur rôle est de faire ce que le roi ou les dirigeants leur disent de faire, même s'ils y perdent la vie. Donc, ces images culturelles donnent l'impression qu'avoir des besoins, c'est être immature, égoïste, dépendant. On nous a éduqués à penser qu'on ne va pas bien, qu'on a quelque chose de détraqué si on a des besoins. Si on a cette idée que nos besoins sont immatures, égoïstes, dépendants, alors quand on essaye d'exprimer nos besoins, on le fait avec une énergie qui provoque souvent une réaction chez les autres qui n'est pas celle qu'on voudrait. Et ensuite, ceci renforce encore cette idée qu'on a quelque chose de détraqué si on a ce besoin. Donc, dans notre formation, on montre aux gens comment avoir ce que j'appelle une attitude de Père Noël lorsqu'on exprime nos besoins. Voir nos besoins comme un cadeau qu'on fait aux autres. Ça leur donne l'opportunité de voir ce qui est vivant en nous et de contribuer à notre bien-être. Donc au lieu d'exprimer notre besoin avec ce que j'appelle une attitude de chien battu, si on veut du soutien de la part de nos voisins pour garder un œil sur nos enfants quelques minutes pendant qu'on part faire quelque chose, au lieu de dire avec cette attitude de chien battu qui vient de l'idée que nos besoins sont un fardeau, je sais que vous êtes très occupé, je ne veux pas vous déranger, mais là, j'ai quelque chose de très important à faire et j'aurais besoin d'un peu de soutien pour aider avec les enfants. Est-ce que vous pourriez les surveiller un petit moment? Vous voyez, quelle attitude! Si on a cette attitude par rapport à nos propres besoins, pourquoi s'attendre à ce que les autres s'intéressent à notre besoin? Donc, je suggère qu'on exprime nos besoins avec une attitude de Père Noël, qu'on soit conscient que nos besoins sont un précieux cadeau. Donc on va voir les voisins en disant « Hé, haha, vous en avez de la chance, je viens vous parler de mon besoin de soutien là tout de suite. » Une des expériences les plus touchantes que j'ai eues dans un atelier de formation, et qui a révélé la profondeur de la peur qu'on peut avoir d'exprimer ses besoins, vient de ma mère. Elle participait à une formation que je faisais, et quelques-unes des femmes étaient en train de parler en disant combien il était difficile pour elles d'exprimer leurs besoins. Comment elles avaient été programmées à être si préoccupées des besoins des autres qu'elles avaient du mal à trouver leurs propres besoins ou à les exprimer. Ma mère se leva et alla aux toilettes, et il se passa un long moment avant qu'elle revienne. Je commençais à m'inquiéter pour elle. Et quand elle est revenue, j'ai vu qu'elle était très pâle. Alors j'ai demandé « Maman, est-ce que ça va ?» Elle répondit « Oh, maintenant ça va, mais quand ces femmes ont parlé de combien il est difficile pour elles d'exprimer leurs besoins, ça a touché quelque chose de très profond en moi. Ça m'a rappelé quand j'avais 14 ans, et une de mes sœurs aînées a eu une opération pour lui enlever l'appendice, et une de mes sœurs plus âgées alla la voir à l'hôpital et lui acheta un petit sac à main. Et oh, comment j'aurais aimé avoir un sac comme celui-là. Mais comme tu sais, ma famille était très pauvre, et si on demandait quoi que ce soit, si on exprimait n'importe quel besoin qui pouvait impliquer une dépense, mes frères et sœurs aînés disaient « Mais tu sais pas qu'on est pauvre, ne rends pas la vie plus compliquée pour nos parents en demandant quelque chose. » Donc, même si je voulais un sac comme ça, c'était difficile pour moi, ne serait-ce que de penser à en demander un. À ce moment-là, j'ai commencé à me plaindre de douleurs au ventre. On m'emmena voir les docteurs, mais ils ne trouvèrent rien. Puis ils se sont dit qu'ils allaient faire de la chirurgie exploratoire et éventuellement m'enlever l'appendice s'il était en cause. Et c'est ce qu'ils ont fait, j'ai été opéré et je me suis retrouvé au lit en convalescence. Et ma stratégie a fonctionné. Ma sœur, qui avait acheté un sac à mon autre sœur, m'en a acheté un aussi. Et donc j'étais au lit, ma douleur au côté était évidente, mais je ne me préoccupais pas de la douleur physique, mes besoins étaient satisfaits d'une manière bien plus profonde quand j'ai reçu ce sac à main. Puis une infirmière arriva et me mit un thermomètre dans la bouche. Puis elle s'en alla et une autre infirmière entra dans la chambre. Et je levai le sac pour lui montrer. J'étais si fier de ce sac. Je dis « pour dire « Regardez, regardez mon nouveau sac à main ». Mais l'infirmière ne comprit pas mon message. Elle s'approcha et dit « Pour moi? Merci !» et prit le sac.
Et je ne pouvais pas exprimer mes besoins et lui dire que je voudrais vraiment qu'elle me le rende, je n'avais pas voulu le lui donner. Cette histoire m'a fait une très forte impression. Elle m'a aidé à comprendre beaucoup de choses qui m'irritaient à propos de ma mère. J'ai pu voir comment, très souvent, il était vraiment difficile pour elle d'exprimer ses besoins, et de la façon dont elle le faisait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était difficile pour elle d'exprimer ses besoins. Chapitre 11. Prendre en compte les besoins des autres. Au cours de notre développement vers un état de libération émotionnelle, la plupart d'entre nous passons apparemment par 3 phases dans la façon dont nous prenons en compte les autres et leurs besoins. Dans une phase, que j'appelle l'esclavage émotionnel, on pense qu'on est responsable de ce que les autres ressentent. On pense que c'est à nous de faire que tout le monde soit heureux, et s'ils ne sont pas heureux, on se sent responsable et obligé de faire quelque chose. Ceci peut très facilement nous amener à voir les gens qui sont les plus proches de nous comme de véritables fardeaux. Prendre en charge la responsabilité de ce que les autres ressentent peut être très nocif aux relations intimes. J'entends régulièrement des gens me dire qu'ils redoutent les relations intimes pour cette raison. Ils disent des choses comme « Chaque fois que je vois mon compagnon en train de souffrir ou bien d'avoir besoin de quelque chose, je me sens débordé. C'est comme si je me retrouve en prison, qu'on m'étouffe, et qu'il faut que je m'échappe le plus vite possible, que je parte loin de lui. » Cette réponse est courante chez ceux qui vivent l'amour comme le déni de leurs propres besoins pour subvenir aux besoins de l'autre. Dans les premiers temps d'une relation amoureuse, les partenaires répondent joyeusement et avec compassion à l'autre. Ils sont portés par une impression de liberté, de possibilité. La relation est exaltante, spontanée, merveilleuse. Plus tard, cependant, lorsqu'ils définissent la relation comme sérieuse, les partenaires commencent maintenant à assumer la responsabilité pour les ressentis de l'autre. Et à partir de ce moment-là, la situation peut se détériorer très vite. Si j'étais un partenaire conscient de faire ceci, je pourrais améliorer la situation en reconnaissant ce qui se passe et en disant « C'est difficile pour moi de voir ta peine. Dès que je la vois, je perds la connexion avec moi-même. » Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas atteint ce niveau de conscience de soi qui leur permettrait de faire ressortir ceci au jour si clairement. Et au lieu de ça, ils s'en prennent à leur partenaire, en lui faisant des reproches comme « Tu es trop dépendant, tu es trop immature ». Quand on fait cela, alors la situation se dégrade très rapidement. Dans une autre phase, on devient conscient que ça coûte très cher d'assumer la responsabilité des ressentis des autres et d'essayer de les satisfaire à nos dépens. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on s'est tant mis de côté soi-même et qu'on s'est si peu occupé de répondre à l'appel de notre propre vie, on peut se retrouver en colère. Pour en rire, j'appelle cette phase la phase odieuse, parce que maintenant, au lieu de prendre en charge la responsabilité pour la façon dont les autres se sentent, en faisant pour eux et en effaçant nos propres besoins, et en nous retrouvant amers plus tard, maintenant on dit « c'est ton problème, je ne suis pas responsable de tes émotions ». Dans cette phase, on sait de quoi on n'est pas responsable. On ne veut plus penser qu'on est responsable du bonheur de l'autre personne. On ne veut pas avoir toujours à nous renier nous-mêmes pour faire des choses pour les autres. Malheureusement, on n'est pas encore tout à fait clair à propos de cette idée de responsabilité, de quoi exactement on veut assumer la responsabilité. Donc, quand on est seulement dans cette phase, on se rebelle souvent contre les ressentis de l'autre personne, d'une façon qui n'est bonne ni pour nous ni pour eux. Lorsqu'on émerge de la phase d'esclavage émotionnel, on garde peut-être des traces de peur et de culpabilité concernant nos propres besoins. Donc il n'est pas étonnant qu'on se retrouve à exprimer nos besoins d'une façon qui sonne rigide et sans compromis aux oreilles des autres. Par exemple, durant la pause au cours d'un de mes ateliers, une jeune femme exprima son appréciation pour la lumière que l'atelier lui avait apportée concernant son propre état d'esclavage émotionnel. Lorsque l'atelier reprit, je suggérai une activité pour le groupe. Cette jeune femme déclara alors avec beaucoup d'assurance « Je préférerais faire autre chose ». J'ai senti qu'elle exerçait sa nouvelle capacité à exprimer ses besoins, même s'ils allaient à l'encontre de ceux des autres. Pour l'encourager à mettre au clair ce qu'étaient vraiment ses besoins, je lui ai demandé
Vous voulez faire quelque chose d'autre, même si ça contrarie mes besoins? Elle réfléchit un instant et bredouilla. Oui. Je veux dire, non. Sa confusion reflète comment, dans cette deuxième phase, nous avons encore à saisir que la libération émotionnelle comporte plus que simplement affirmer nos propres besoins. Il est nécessaire d'affirmer nos propres besoins, oui, mais d'une façon qui communique qu'on s'intéresse tout autant aux besoins des autres. Je me souviens d'un incident au cours du passage de ma fille vers la libération émotionnelle. Elle avait toujours été la parfaite petite fille, qui reniait ses besoins pour satisfaire les souhaits des autres. Lorsque je m'aperçus combien elle réprimait si souvent ses propres désirs pour faire plaisir aux autres, j'ai commencé à parler de ça avec elle, et je lui ai dit que j'apprécierais d'entendre quels sont ses besoins à elle. Au début, lorsqu'on a commencé à parler de ça, elle dit « Mais papa, je ne veux pas décevoir qui que ce soit !» Je l'aidais à voir comment sa franchise pouvait être un précieux cadeau et non pas un fardeau. Je suggérais aussi qu'elle pouvait offrir de l'empathie aux gens lorsqu'ils sont contrariés, sans se charger de la responsabilité de leurs ressentis. Bientôt, je commençais à voir des signes que ma fille commençait à écouter ce que j'avais dit et essayait de l'intégrer dans sa vie, de s'exprimer plus ouvertement. Un appel téléphonique arriva du proviseur de son école, qui était apparemment perturbé par une communication qu'il avait eue avec Marla. Lorsque j'allais parler à cet administrateur, il dit « Marla est venue à l'école aujourd'hui habillée en blue jeans. Je lui ai dit que ce n'est pas de cette façon que les jeunes filles s'habillent. » Et elle répondit « Du vent !» Eh bien, j'étais heureux. Marla avait commencé à se libérer et commençait à écouter ses propres besoins et ne pas sentir qu'elle avait à toujours faire plaisir aux autres. Oui, je pouvais voir que je n'avais pas tout à fait clarifié comment exprimer nos besoins d'une façon qui montre du respect et de la compréhension envers les autres, mais je savais que ceci viendrait. Et donc je me faisais une fête de cette avancée, mais il a été un peu difficile pour moi d'amener l'administrateur à célébrer cet événement avec moi. Donc, lorsqu'on atteint cette troisième phase de ce que j'appelle la libération émotionnelle, à chaque fois qu'on répond aux besoins des autres, on le fait par compassion, jamais par peur ou par culpabilité ou par honte. On prend soin de ne pas réprimer nos propres besoins en répondant aux besoins des autres. Et donc, lorsqu'on fait ce que les autres veulent, cela nous satisfait pleinement nous aussi. Et aussi, on est conscient que c'est un cadeau fait aux autres que de leur dire nos besoins. Et donc, lorsqu'on exprime nos besoins, on le fait avec cette énergie de Père Noël que j'évoquais plus tôt. Donc, la libération émotionnelle consiste à dire clairement ce dont on a besoin, d'une façon qui communique qu'on s'intéresse aux besoins des autres tout autant qu'à nos propres besoins. La communication non violente est conçue pour nous relier les uns aux autres, de façon à ce que les besoins de tous soient satisfaits. Chapitre 12. Les besoins manifestent la vie en nous. Pour être sûr que je suis clair à propos de ce que j'appelle les besoins plutôt que d'autres formes de communication, je voudrais vous présenter quelques phrases et que vous décidiez si vous considérez qu'elles expriment des besoins ou pas, et ensuite je vous donnerai mon impression. Première phrase. Vous m'irritez lorsque vous laissez des documents de l'entreprise par terre dans la salle de réunion. Je n'entends pas de besoin ici. Je suis sûr qu'il y en a en jeu, mais je n'entends pas ces besoins clairement exprimés. J'entends seulement la personne accuser l'autre de causer ses ressentis, plutôt que d'attribuer ses ressentis à ses propres besoins. Deuxième phrase. Je me sens fâché quand vous dites ça. Mon besoin de respect n'est pas satisfait. Ici, j'entends qu'un besoin est exprimé. Troisième phrase. Je suis frustré quand tu rentres tard. Je n'entends pas de besoin ici. J'aurais préféré que l'expression de frustration soit suivie des mots « parce que j'ai besoin ». Quatrième phrase. Je suis triste que tu ne viennes pas dîner ce soir parce que j'espérais qu'on passerait la soirée ensemble. Je n'entends pas de besoin exprimé ici. J'entends la personne dire qu'elle est triste et je l'entends dire
qu'elles voulaient passer la soirée ensemble. Mais passer une soirée ensemble est une stratégie. Je n'entends pas le besoin qui serait satisfait. J'aurais préféré que ceci soit exprimé de cette façon. Je suis triste que tu ne viennes pas dîner ce soir parce que j'ai vraiment besoin de contact et d'intimité. 5e phrase. Je suis déçu parce que tu avais dit que tu le ferais et tu ne l'as pas fait. Ici aussi, je remarque après les mots « parce que » le mot « tu », pas « je ». Ceux-ci n'acceptent pas la responsabilité de nos ressentis en attribuant nos ressentis à nos besoins. 6e phrase. Je suis découragé parce que j'aurais aimé avoir progressé plus dans mon travail. J'appellerais ça un besoin, pas directement exprimé, mais cela dit bien que j'ai un besoin d'avancement qui n'est pas satisfait. 7e phrase. Les petites choses que les gens disent parfois me blessent. Je n'entends pas de besoin ici. J'entends la personne attribuer la responsabilité de ses ressentis à ce que les autres disent. 8e phrase. Je suis heureux que tu aies reçu cette récompense. Ici encore, la personne attribue ses ressentis à quelque chose qui s'est produit à l'extérieur d'elle-même. J'aurais préféré que la personne dise quel besoin a contribué à son bonheur, quel besoin a été satisfait par le fait que l'autre personne reçoive cette récompense. 9e phrase. J'ai peur quand tu élèves la voix comme ça. Une fois de plus, la personne, après avoir exprimé ses ressentis, ne continue pas en exprimant ses besoins. La personne attribue ses ressentis aux actions de l'autre personne. 10e phrase. Je vous suis reconnaissant d'avoir offert de me conduire, parce que j'avais vraiment besoin d'assistance pour aller chercher ce que j'avais préparé pour ma réception ce soir. J'entends que la personne exprime son besoin d'assistance et que c'est pour ça qu'elle ressent de la gratitude. La chose qui semble le plus troubler les gens est de distinguer entre un besoin et une demande. J'ai dit auparavant que la différence est qu'une demande fait référence à une personne spécifique effectuant une action spécifique qui, on l'espère, va satisfaire nos besoins. Par contraste, les besoins ne contiennent aucune référence à des personnes spécifiques effectuant des actions spécifiques. Au lieu de ça, les besoins se rapportent à la vie en nous qui est en train de trouver satisfaction ou pas. Les besoins en nous. Et j'ai dit que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Mais malheureusement, on a souvent été éduqué à confondre les demandes avec des besoins, et donc on pense qu'on a des besoins qui en fait ne sont pas vraiment des besoins, ce sont des images auxquelles la culture dans laquelle nous vivons nous incite peut-être à nous conformer. Donc il n'y a pas de besoin d'avoir un certain type de voiture, mais on peut être éduqué à penser qu'on a besoin d'une grosse voiture. On n'a pas besoin de standing, mais on a été éduqué à confondre ceci avec un besoin, et on ne sait pas vraiment quel est le besoin qui se cache derrière. Donc ensuite, on va travailler à trouver la différence entre ces deux choses, entre des besoins et des demandes claires pour satisfaire ces besoins. Mais plus que l'expression du besoin, j'espère que j'ai éclairci combien il est important de voir que les besoins sont la manifestation de la vie en nous. C'est une chose précieuse que de révéler à d'autres personnes la vie même qui est en nous. Chapitre 13. Comment une demande peut être un cadeau. Je vous ai parlé jusqu'ici de comment en communication non violente, on répond à la question « Qu'est-ce qui est vivant en nous ?» Et on a vu que ça concerne nos besoins. Maintenant, je vais passer à une autre question essentielle que la communication non violente essaye de cerner, et c'est comment exprimer « Qu'est-ce qu'on voudrait que les autres fassent pour rendre la vie plus merveilleuse pour nous ?» Autrement dit, comment faire des demandes qui soient des cadeaux pour les autres au lieu d'être entendues comme des exigences. Parce que lorsque les gens entendent notre demande et la voient seulement comme une opportunité de contribuer à notre bien-être, ça leur donne l'occasion de faire ce que nous, les êtres humains, aimons faire plus que toute autre chose, utiliser notre pouvoir en le mettant au service de la vie. La même demande, si la personne l'entend comme une exigence, devient très différente, parce qu'alors c'est une menace pour son autonomie. Et si la personne fait ce qu'on demande, elle nous le fera payer,
parce qu'elle ne fera pas ce qu'on demande par compassion ou par désir d'enrichir la vie, mais par peur d'être punie, rejetée, culpabilisée, être couverte de honte ou quelque chose de ce genre. Donc je voudrais qu'on commence par parler de comment rendre la demande claire, et ensuite qu'on parle de ce qu'on peut faire pour aider l'autre personne à voir que ce sont des demandes et non pas des exigences. Une fois qu'on a exprimé nos observations, ressentis et besoins à l'autre personne, on dit ensuite de manière spécifique ce qu'on voudrait que la personne fasse pour contribuer à notre bien-être. Pour faire ça, je recommande qu'on utilise un langage positif d'action concrète. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que l'on dit ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas. J'aime la façon dont mon amie Ruth a mis cette idée en parole dans une chanson qu'elle a composée pour les enfants. Elle dit « Comment fait-on un ne fais pas ?» Moi, ce qui me vient, c'est certainement pas quand on me dit « ne fais pas ». Ces paroles révèlent deux problèmes qu'on rencontre couramment lorsque les demandes sont formulées en négatif. D'abord, les gens sont souvent incertains de ce qu'on leur demande exactement, et ensuite, lorsqu'on dit ce qu'on ne veut pas, on rejette quelque chose que la personne fait, et c'est souvent entendu comme une critique de ce qu'elle fait. Pendant la guerre du Vietnam, on m'avait invité à un débat télévisé avec un homme dont la position différait de la mienne. Cette émission était enregistrée sur vidéocassette, donc j'ai pu la regarder en rentrant chez moi le soir. Lorsque je me suis vu sur l'écran en train de communiquer de diverses manières qui ne me plaisaient pas du tout, j'ai été très contrarié. Et je me suis dit, si jamais je prends part à une autre discussion de ce genre, je suis déterminé à ne pas faire ce que j'ai fait dans cette émission. Je ne me justifierai pas comme si j'avais commis une faute, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Il y avait 3 choses que j'avais vues clairement ici, que je ne voulais pas refaire en discutant avec des gens, avec qui je n'étais pas d'accord sur quelque chose. Remarquez que je me disais à moi-même ce que je ne voulais pas, sans rendre clair ce que je voulais faire. Eh bien, une semaine plus tard, j'étais invité dans la même émission pour continuer le débat avec ce monsieur. Pendant tout le trajet jusqu'au studio, je me suis répété toutes les choses que je ne voulais pas faire. Je ne veux pas faire A, je ne veux pas faire B, je ne veux pas faire C. Dès que l'émission a commencé, il s'en est pris à moi de la même façon que la dernière fois, et pendant à peu près 10 secondes, je n'ai fait ni A, ni B, ni C, je suis juste resté assis là, parce que je n'avais pas déterminé clairement de quelle façon je voulais communiquer. Et dès que j'ai ouvert la bouche, j'ai rattrapé les 10 secondes perdues, et j'ai laissé sortir les mêmes choses que la semaine d'avant, même pire. Donc ça a été une leçon douloureuse pour moi, sur l'importance de non seulement savoir ce qu'on ne veut pas, mais aussi être bien clair sur ce qu'on veut faire, et comment pratiquer cela jusqu'à ce qu'on puisse transformer les anciennes habitudes en des nouvelles. Une autre fois, j'avais été invité à travailler avec des lycéens noirs qui avaient une longue liste de plaintes envers leur proviseur. Ils trouvaient qu'il était raciste. Un pasteur qui travaillait avec ces jeunes personnes avait remarqué combien ils étaient en colère, et il avait peur de ce que leur colère pourrait leur faire faire. Il était au courant de mon travail et il a suggéré que les élèves me rencontrent. Lorsqu'on s'est vu, ils ont commencé par décrire ce qu'ils voyaient comme de la discrimination de la part du proviseur. Ils m'ont donné plusieurs exemples. Après les avoir écoutés, j'ai suggéré qu'ils clarifient ce qu'ils voudraient qu'ils fassent différemment. Un des élèves était très sceptique que ça serve à quoi que ce soit. Il me dit « Qu'est-ce que ça va nous apporter? On est déjà allé le voir une fois et on lui a dit ce qu'on voulait. » Sa réponse a été « Sortez d'ici, j'ai pas besoin que vous autres me disiez ce que j'ai à faire. » J'ai demandé « Qu'est-ce que vous lui avez demandé cette fois-là » Ils se sont souvenus qu'il lui avait dit qu'il ne voulait pas que le proviseur leur dise comment arranger leurs cheveux. J'ai suggéré qu'ils auraient peut-être reçu une réponse différente s'ils avaient exprimé ce qu'ils voulaient plutôt que ce qu'ils ne voulaient pas. Ils m'ont dit alors qu'ils avaient dit au proviseur qu'ils voulaient être traités avec le même respect que n'importe qui d'autre, donc de manière équitable, et qu'il s'était vraiment mis sur la défensive quand il avait entendu ça. Il a protesté qu'il n'avait jamais rien fait qui ne soit pas équitable.
j'ai soumis la supposition que peut-être le proviseur aurait réagi différemment si les élèves avaient demandé des actions spécifiques plutôt que d'exprimer leurs demandes de manière vague en disant qu'ils voulaient être traités équitablement. En travaillant ensemble, on trouva comment exprimer leurs demandes en un langage positif d'actions concrètes. À la fin de notre entrevue, ils avaient clarifié 38 choses différentes qu'ils voulaient demander au proviseur de faire, dont des choses comme « On voudrait que vous acceptiez que des élèves noirs participent aux décisions prises sur la façon de s'habiller dans l'établissement » et « On voudrait que vous nous appeliez élèves noirs au lieu de vous autres ». Ils allèrent le voir, ils lui dirent les 38 choses qu'il demandait, et ils me téléphonèrent ce soir-là et ils étaient ravis. Il avait accepté toutes les 38. Chapitre 14. Demander aux autres des actions concrètes. En plus d'utiliser un langage positif, il est important aussi d'éviter des formulations vagues, abstraites ou ambiguës, pour formuler nos demandes sous la forme d'actions concrètes que les autres peuvent effectuer. Une bande dessinée montre un homme qui est tombé dans un lac. Il essaie péniblement de rejoindre la rive en nageant, et en même temps il crie à son chien qui est resté à terre. « Lassie, va trouver de l'aide !» Dans l'image suivante, le chien est chez le psychiatre, allongé sur le canapé. Note du traducteur. Oui, en anglais ça rend mieux. Get help, c'est aussi bien va te faire soigner que va chercher de l'aide, alors c'est plus ambigu qu'en français. On n'a pas tous la même idée de ce qui constitue de l'aide. Par exemple, certaines personnes dans ma famille, lorsqu'on leur demande de l'aide pour faire la vaisselle, pensent qu'aider, ça veut dire superviser. Un couple en détresse qui était venu à un séminaire a fourni une bonne illustration de ce qui se passe quand on n'est pas clair au sujet de ce qu'on demande. La femme dit au mari « Je voudrais que tu me laisses être moi-même. » Le mari répondit en disant « C'est ce que je fais. » Elle dit « Non, tu ne le fais pas. » Je lui ai demandé de répéter et je lui ai suggéré de formuler sa demande sous forme d'action. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous laisser être vous-même ? Elle dit alors à son mari « Je veux que tu me donnes la liberté de me développer et d'être moi-même. » Il ne comprit encore pas ce qu'elle voulait. Il répondit « C'est ce que je fais. » Et elle dit « Non, tu ne le fais pas. » J'ai travaillé avec elle 2-3 minutes pour essayer de l'aider à formuler ça en action concrète. Et elle dit alors « Oh, c'est un peu gênant. Si je veux être précise, il me semble que ce que je veux, c'est que tu souris et que tu dises que tout ce que je fais, c'est bien. » Très souvent, un langage abstrait masque des choses comme ça, impossibles pour les autres à faire pour nous. Un autre exemple de manque de clarté, c'est quand un père est venu me consulter avec son fils de 15 ans. À un moment, il dit à son fils « Tout ce que je veux, c'est que tu commences à montrer un peu de responsabilité. Est-ce que c'est trop demandé, ça ?» J'ai demandé au père de préciser ce qu'il voulait que son fils fasse pour montrer de la responsabilité. Le père réfléchit un instant et répondit « Eh bien, ça ne sonne pas si bien, mais quand je dis que je veux de la responsabilité, ce que je veux vraiment dire, c'est que je voudrais qu'il fasse ce que je dis, sans question ni objection, tout de suite et avec le sourire. » Il a été d'accord avec moi ensuite qu'au cas où son fils se comporterait effectivement comme ça serait de l'obéissance et pas de la responsabilité. Comme ce père, on utilise souvent un langage abstrait pour indiquer comment on veut que les gens soient ou se sentent, sans dire quelle action concrète ils peuvent faire pour arriver à cet état. Par exemple, un employeur fait un effort sincère pour solliciter des retours d'informations en disant à ses employés « Je veux que vous vous sentiez libre de vous exprimer en ma présence. » Une telle formulation communique de la part de l'employeur son désir que ses employés se sentent libres, mais ça ne leur dit pas ce qu'ils pourraient faire pour ressentir cela. Au lieu de ça, l'employeur, s'il utilisait un langage positif d'action concrète, pourrait formuler la même demande de cette façon. Je voudrais que vous me disiez ce que je pourrais faire pour que ce soit plus facile pour vous, en ma présence, de vous sentir libre de vous exprimer. Comme dernier exemple, pour voir comment un langage vague contribue à de la confusion en nous, je voudrais présenter une conversation que j'avais régulièrement, quand je pratiquais en tant que psychologue clinicien, avec beaucoup de clients qui venaient me voir en se plaignant de dépression.
Après que j'ai empathisé avec la profondeur des ressentis qu'un client avait exprimés, nos échanges se déroulaient habituellement de la façon suivante. Moi au client. Je voudrais que vous me disiez ce que vous voulez et que vous ne recevez pas pour l'instant, de ma part et de la part d'autres personnes. Le client répond. Je ne sais pas ce que je veux. Moi. Je me doutais que vous alliez dire ça. Le client. Pourquoi? Moi. Ma théorie, c'est qu'on devient déprimé parce que nos besoins restent insatisfaits. On ne reçoit pas ce qu'on veut, et la raison pour laquelle nos besoins ne sont pas satisfaits et qu'on ne reçoit pas ce qu'on veut, c'est qu'on ne nous a jamais enseigné à obtenir ce qu'on veut. Au lieu de ça, on nous a enseigné à être de bons petits garçons et petites filles, et des bonnes mères ou des bons pères. Et si on veut être une de ces bonnes choses, alors on peut s'attendre à être déprimé. La dépression, c'est la récompense qu'on reçoit quand on est bien comme il faut. Mais, si vous voulez que votre vie soit plus agréable, je vous suggère de mettre au clair vos besoins, et quand vous exprimez ce dont vous avez besoin, d'être bien clair sur ce que vous voudriez que les gens fassent exactement, pour que vos besoins soient satisfaits. Qu'est-ce que vous en pensez? Le client. Tout ce que je veux, c'est quelqu'un qui m'aime. Est-ce que c'est demander trop? Moi. C'est un bon début, au moins vous dites clairement ce dont vous avez besoin. Mais vous ne dites pas ce que vous voudriez que les autres fassent pour satisfaire ce besoin. Qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire moi, maintenant, pour contribuer à satisfaire votre besoin de recevoir de l'amour? Le client. Oh, comme pour tout le monde, vous savez. Moi. Je ne suis pas sûr de savoir. Je voudrais que vous me disiez ce que vous voudriez que je fasse, ou que d'autres personnes fassent, pour satisfaire votre besoin d'amour. Le client. Ah, c'est difficile. Moi. Oui, ça peut être difficile de faire des demandes claires. Mais si c'est difficile pour nous de dire ce qu'on veut, imaginez à quel point ça peut être difficile à faire pour les autres, si on n'arrive même pas à le dire. Le client. Oui, je commence à m'apercevoir qu'ils ne peuvent pas le faire, si moi-même je ne sais pas ce que c'est. Il me semble que je commence à savoir ce que je veux pour satisfaire mon besoin d'amour, mais c'est un peu gênant. Moi. Oui, très souvent c'est embarrassant ce qui se cache derrière ces demandes vagues. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous voudriez que moi, ou d'autres personnes, on fasse pour satisfaire votre besoin d'amour? Le client. Si je réfléchis vraiment à ce que je demande quand je dis que je veux qu'on m'aime, il me semble que je veux que vous deviniez ce que je veux avant que je sache moi-même ce que c'est. Et à chaque fois, pour quoi que ce soit, je veux que vous le fassiez. Moi. Je vous remercie d'être si clair. J'espère que vous voyez comment vous avez peu de chances de trouver quelqu'un qui puisse satisfaire votre besoin d'être aimé, s'il s'agit de faire ce que vous dites. Très souvent, mes clients arrivaient à voir comment le peu de conscience qu'ils avaient de ce qu'ils voulaient avait beaucoup contribué à leur frustration et à leur dépression. Parfois, il est possible que nous communiquions une demande claire sans avoir à la formuler avec des mots. Imaginez que vous êtes dans la cuisine et que votre sœur qui regarde la télévision dans le salon appelle « J'ai soif !» Dans ce cas, c'est évident qu'elle est probablement en train de vous demander de lui apporter un verre d'eau de la cuisine. Mais d'autres fois, il peut arriver qu'on exprime notre inconfort et qu'on s'imagine à tort que la personne à qui on s'adresse a compris la demande qui se cache derrière. Par exemple, une femme peut dire à son mari « Je suis contrariée que t'aies oublié le beurre et les oignons que je t'avais demandé de prendre au magasin. » Alors que pour elle, il peut être évident qu'elle lui demande de retourner au magasin pour chercher ses choses, le mari peut penser qu'elle dit ça uniquement pour le faire se sentir coupable. Encore plus souvent, nous ne sommes tout simplement pas conscients de ce qu'on demande quand on parle. On parle avec les autres, ou bien aux autres, sans savoir comment engager un dialogue avec eux. On lance des mots en utilisant la présence de l'autre comme une poubelle. Dans de telles situations, l'autre personne, n'arrivant pas à décerner une demande claire dans nos paroles, peut ressentir la sorte de détresse qui est illustrée par l'anecdote suivante. J'étais assis juste à côté d'un couple, de l'autre côté de l'allée centrale, dans un petit autorail qui transportait les passagers aux différents terminaux à l'aéroport de Dallas-Fort Worth. Pour des passagers pressés d'attraper leur vol, l'allure d'escargot du train peut être vraiment irritante. L'homme se tourna vers sa femme et lui dit avec intensité « J'ai jamais vu un train se traîner autant de toute ma vie. » Elle ne dit rien,
Mais j'ai eu l'impression qu'elle était tendue et mal à l'aise par rapport à ce que son mari attendait d'elle, quand il a dit ceci. Il fit ensuite ce que beaucoup d'entre nous faisons lorsqu'on ne reçoit pas la réponse qu'on veut. Au lieu de prendre conscience qu'il n'avait pas dit ce qu'il voulait, il répéta, d'une voix nettement plus forte, « Je n'ai jamais vu un train se traîner autant de toute ma vie !» La femme, qui n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voulait, était maintenant encore plus en détresse. Par désespoir, elle se tourna vers lui et dit « Ces trains sont contrôlés électroniquement. » J'ai pensé que cette information n'était pas ce qu'il demandait, et effectivement, parce qu'il répéta une troisième fois, et encore plus fort, « Je n'ai jamais vu un train se traîner autant de toute ma vie !» La patience de la femme était clairement à bout parce qu'elle s'écria avec colère, « Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, que je descende pour pousser ?» Alors maintenant, il y avait deux personnes qui souffraient, parce que le mari ne savait tout simplement pas comment être clair sur ce qu'il voulait comme réponse. Quelle réponse est-ce que cet homme voulait de la part de sa femme? Je crois qu'il voulait entendre que sa douleur était comprise. Et s'il avait dit « Est-ce que tu pourrais juste me dire ce que tu entends que je ressens ?» Je pense qu'elle aurait pu répondre « On dirait que tu as peur qu'on rate notre avion et tu es dégoûté parce que tu voudrais un train plus rapide entre ces terminaux. » Dans l'échange ci-dessus, la femme avait entendu la frustration du mari, mais elle ne savait pas ce qu'il voulait comme réponse. L'inverse peut être tout aussi problématique, quand les gens formulent leurs demandes sans communiquer d'abord ce qu'ils ressentent et les besoins derrière ces ressentis. Ceci est particulièrement le cas quand la demande prend la forme d'une question, comme par exemple « Pourquoi est-ce que tu ne vas pas te faire couper les cheveux ?» Ceci peut facilement être entendu par les adolescents comme une exigence ou comme une attaque, à moins que les parents pensent à d'abord révéler leurs propres ressentis et besoins. Ça pourrait alors donner ceci. « On est inquiet parce que tes cheveux sont si longs qu'ils risquent de t'empêcher de voir, surtout quand tu es sur ton vélo. On a besoin que tu sois en sécurité. Qu'est-ce que tu dirais de te faire raccourcir les cheveux ?» Il est plus habituel cependant que les gens parlent sans être conscients de ce qu'ils demandent. Comme par exemple, ils peuvent dire « Je demande rien, j'avais juste envie de dire ce que j'ai dit. » À mon avis, quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on demande quelque chose en réponse. Ça peut être simplement une connexion empathique, qui peut être verbale ou non verbale. Ou bien on peut demander une réponse sincère, on peut vouloir connaître la réaction de la personne à ce qu'on dit. Ou bien on peut demander une action qui, on l'espère, va satisfaire nos besoins. Plus on est clair sur ce qu'on veut comme retour de la part de l'autre personne, plus il est probable que notre demande sera honorée. Chapitre 15. Créer le rapport, la connexion qu'on veut. On sait bien que le message qu'on envoie n'est pas toujours le message qui est reçu. En général, on se base sur la façon dont les gens réagissent pour savoir si notre message a été compris tel qu'on veut. Mais si on doute qu'il a été reçu de la façon voulue, alors il nous est nécessaire de demander clairement une réponse qui nous dise comment le message a été reçu pour qu'on puisse résoudre un malentendu éventuel. Parfois, une question comme « Est-ce que je suis clair ?» suffit. Si la personne dit oui, on se sent compris. Mais parfois, il se peut qu'on ait besoin de plus que « oui, je comprends ce que tu dis » pour être assuré qu'on en a vraiment été compris. Dans ces moments-là, on peut demander aux autres de nous refléter avec leurs propres mots ce qu'ils nous ont entendu dire. On a alors la possibilité de reformuler notre message pour remédier à toute différence ou omission que l'on remarque dans le message qui nous est reflété. Par exemple, un enseignant aborde un élève et dit « Pierre, j'ai été soucieux quand j'ai regardé mon carnet hier. Je voudrais être sûr que vous savez quel devoir j'attends que vous me remettiez. Vous voudrez bien passer à mon bureau à la fin des cours ?» L'élève grommelle « Oui, je sais », et se tourne pour partir, laissant l'enseignant dans l'incertitude quant à savoir si son message a été reçu. Si l'enseignant demandait que son message lui soit retourné tel que compris, « Pourriez-vous me dire ce que vous m'avez entendu dire ?» Pierre répondrait peut-être « Vous avez dit que je dois rater le foot pour rester après les cours parce que vous n'avez pas aimé mes devoirs. » Ceci confirmerait à l'enseignant que Pierre n'a pas compris le message. L'enseignant pourrait alors le reformuler. Mais d'abord, il est important de prendre des précautions sur la façon de résoudre le problème quand les gens ne nous ont pas compris. Pour ceci, je suggérerais de ne pas dire des choses comme « tu ne m'as pas entendu »
ou « ce n'est pas ce que j'ai dit » ou « vous me comprenez mal », parce que cela pourrait facilement être entendu comme une remontrance pour ne pas avoir bien reçu le message. Si l'enseignant voit que l'élève est en train d'essayer de répondre à cette demande que son message lui soit reflété, il ou elle pourrait dire « Je vous suis reconnaissant de m'avoir dit ce que vous avez entendu. Je vois que je n'ai pas été aussi clair que je voudrais. Réessayons. » Lorsqu'on commence à demander aux autres de nous renvoyer ce qu'ils nous ont entendu dire, ça peut être gênant et bizarre parce que ce genre de demande n'est pas courant. Lorsque je souligne l'importance de notre capacité à demander qu'on nous dise ce qui a été entendu, les gens expriment souvent des réserves. Ils s'inquiètent de recevoir des réactions comme « Tu me prends pour un sourd ?» ou « Arrête avec ta psychologie à la noix ». Pour éviter ce genre de réponse, on peut expliquer aux gens à l'avance pourquoi on va peut-être parfois leur demander de nous renvoyer nos mots. On peut leur dire « J'espère que quand je fais ça, ça ne donne pas l'impression que je cherche à te piéger ou que je pense que tu ne m'as pas compris. C'est seulement que quand je m'exprime avec vulnérabilité, c'est vraiment très rassurant que l'on me dise comment on m'a compris pour que je sache que j'ai été clair. » Si on demande cela et que la personne répond « J'ai compris ce que vous avez dit, je ne suis pas stupide », on a la possibilité de nous concentrer sur leurs ressentis et leurs besoins et demander, soit tout haut, soit intérieurement, « Est-ce que vous voulez dire que vous êtes irrité parce que vous voulez du respect pour votre capacité à comprendre les choses ?» Après que l'on se soit exprimé ouvertement et qu'on ait reçu la compréhension qu'on veut, on est souvent impatient de connaître la réponse de l'autre à ce qu'on a dit. Généralement, on souhaite recevoir de la franchise qui prend une de ces trois directions. Parfois, on voudrait savoir quels ressentis sont stimulés par ce qu'on a dit et les raisons de ces ressentis. Il nous est possible de demander ceci de cette façon par exemple. Je voudrais que tu me dises ce que tu ressens à propos de ce que je viens de dire et les raisons qui font que tu ressens cela. La deuxième possibilité pourrait ressembler à ceci. Parfois, on voudra avoir une idée de ce que pense notre interlocuteur en réponse à ce qu'il ou elle vient de nous entendre dire. Dans ce cas, il est important de préciser exactement quelle pensée on souhaite connaître. Par exemple, on pourrait dire « Je voudrais que vous me disiez si vous prévoyez que ma proposition sera acceptée, et sinon, ce qui, à votre avis, va l'empêcher d'être accepté. » Au lieu de dire simplement « Je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez de ma proposition. » Quand on ne précise pas quelle pensée on voudrait recevoir, il se peut que l'autre personne réponde par toute une série de pensées qui ne sont pas celles qui nous intéressent. Une troisième possibilité pourrait être, parfois, on voudrait savoir si la personne est prête à effectuer certaines actions qui satisferaient nos besoins. Une telle demande pourrait prendre cette forme. Je voudrais que vous me disiez si vous êtes d'accord pour remettre notre entrevue à la semaine prochaine. L'utilisation de la communication non violente nécessite que l'on soit conscient de la forme spécifique de franchise qu'on voudrait recevoir, ressenti ou pensée ou action, et nécessite aussi que l'on fasse cette demande en langage concret. Ceci est particulièrement important lorsqu'on s'adresse à un groupe, d'être bien clair sur la forme de compréhension ou bien la forme de franchise qu'on souhaite recevoir d'eux après que l'on se soit exprimé. Lorsqu'on n'est pas clair à propos de la réponse qu'on voudrait recevoir suite à ce qu'on dit, on peut provoquer des conversations stériles qui ne répondent aux besoins de personne et qui prennent beaucoup de temps. J'ai été invité de temps en temps à travailler avec des groupes de personnes préoccupées par du racisme dans leur communauté. Un des problèmes qui survient souvent dans ces groupes est que leurs réunions sont souvent pénibles et non productives. Ce manque de productivité revient cher aux membres du groupe, qui investissent souvent de leurs ressources limitées pour payer leurs déplacements et la garde de leurs enfants pour pouvoir assister aux réunions. Frustrés par de longues discussions qui n'apportent pas grand-chose, beaucoup de participants quittent ces groupes, déclarant que les réunions sont une perte de temps. De plus, les changements institutionnels qu'ils tentent de provoquer ne sont généralement ni faciles à obtenir ni rapides. Pour toutes ces raisons, lorsque ces groupes se rencontrent, il est important qu'ils utilisent leur temps à bon escient. Je connaissais les membres d'un tel groupe qui avait été organisé pour amener du changement dans les écoles du quartier. Leur idée était que certains éléments de l'administration discriminaient contre les élèves selon leur ethnicité.
Parce que leur réunion n'était pas productive et que le groupe perdait des membres, ils m'ont invité à observer leurs discussions et à offrir les suggestions que j'aurais à propos de ce qu'ils pourraient faire pour rendre leur réunion plus productive. Un homme commença la réunion de ce soir-là en parlant d'un article qu'il avait lu dans le journal à propos d'un parent de la minorité concernée qui s'était plaint de la manière dont sa fille avait été traitée par le proviseur. Une femme répondit à la mention qu'il venait faire de cet article en racontant quelque chose qui lui était arrivé lorsqu'elle avait été élève dans cette même école. Un par un, tous les membres du groupe racontèrent alors une expérience personnelle similaire. Après que 20 minutes se soient écoulées, j'ai demandé aux participants de lever la main si la discussion satisfaisait leurs besoins. Pas une main ne se leva. « C'est ce qui se passe à chaque fois dans ces réunions, » dit un des hommes. « J'ai mieux à faire avec mon temps que de rester ici assis à écouter ça. » J'ai demandé alors à l'homme qui avait lancé la discussion. « Pouvez-vous me dire, lorsque vous avez parlé de l'article dans le journal, quelle réponse vous souhaitiez de la part du groupe ?» Il réfléchit un moment et répondit. « Eh bien, j'ai pensé que c'était un article intéressant. » J'expliquai alors que je demandais quelle réponse il voulait recevoir du groupe, plutôt que ce qu'il pensait de l'article. Il réfléchit à nouveau et dit « Eh bien, je ne suis pas très sûr de ce que je voulais recevoir du groupe en réponse. » Et je lui dis que c'est pour ça, à mon avis, que 20 minutes du temps du groupe n'avaient pas été utilisées d'une façon qui satisfasse les besoins de qui que ce soit. Lorsqu'on s'adresse à un groupe sans être clair sur ce qu'on veut en retour, il en ressort souvent des discussions qui n'apportent rien d'utile. Cependant, si ne serait-ce qu'un seul des membres du groupe est conscient de l'importance de faire des demandes claires, cette personne peut étendre cette conscience et la prêter au groupe. Par exemple, lorsque cet homme omit de définir ce qu'il voulait en retour, un membre du groupe qui aurait eu cette conscience aurait pu dire « Excusez-moi, j'ai du mal à saisir quelle réponse vous attendez de nous par rapport à cet article. Est-ce que vous voudriez bien dire ce que vous souhaitez de notre part ?» Si on peut aider les gens à être clairs de cette façon, cela peut éviter de gâcher du temps précieux du groupe. Les discussions traînent souvent en longueur, sans satisfaire les besoins de qui que ce soit, parce qu'on ne sait pas si la personne qui a lancé la discussion a reçu ce qu'elle voulait de la part du groupe. En Inde, lorsque les gens ont reçu la réponse qu'ils attendent dans une conversation, ils disent « boss ». Cela signifie « pas besoin d'en dire plus, je suis satisfait et je suis prêt à passer à autre chose ». Bien que je ne connaisse pas de mots qu'on utilise en français pour indiquer ceci, ça peut être à notre avantage de développer et d'encourager cette conscience de « boss » dans nos interactions, de sorte que lorsqu'on en a fini avec ce qu'on avait à dire et qu'on ne veut plus rien de plus, on puisse simplement dire quelque chose comme « c'est bon pour moi ». Chapitre 16. La différence entre une demande et une exigence. Je voudrais parler maintenant de la différence entre les demandes et les exigences. Lorsqu'on fait des demandes, c'est très important que les autres les reçoivent comme des demandes et pas comme des exigences. Reçu comme une demande, c'est un cadeau parce que ça donne à la personne l'opportunité de faire ce que nous les humains adorons faire, contribuer au bien-être les uns des autres. Mais nous n'aimons pas entendre des exigences, ça menace notre autonomie. Alors quelle est la différence entre une demande et une exigence ? Eh bien, de la façon dont j'utilise ce terme, une exigence, c'est quand une personne pense que si elle ne fait pas ce que l'autre demande, alors, d'une manière ou d'une autre, elle sera punie, rejetée, culpabilisée, humiliée. Lorsqu'on voit une demande comme une exigence, on a deux options, la soumission ou la rébellion. Et de toute façon, la personne qui fait la demande est perçue comme coercive, brutale, et notre capacité à répondre avec compassion est diminuée. Plus nous avons par le passé puni les autres, ou bien nous les avons accusés ou nous les avons fait culpabiliser lorsqu'ils n'ont pas répondu à nos demandes, plus le risque est grand qu'ils vont maintenant entendre nos demandes comme des exigences. Nous payons aussi le prix lorsque d'autres ont utilisé ces tactiques avec quelqu'un. Dans la mesure où les gens que nous côtoyons ont été accusés, punis ou poussés à culpabiliser pour n'avoir pas fait ce que d'autres ont demandé, ils sont susceptibles d'apporter ce passé à leur nouvelle relation et d'entendre une exigence dans toute demande. Voyons maintenant deux variantes d'une situation. Jacques dit à son amie Jeanne : « Je me sens seul et je voudrais que tu passes la soirée avec moi. »
Est-ce une demande ou bien une exigence? La réponse est qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas vu comment Jacques réagit envers Jeanne si elle refuse. Supposons qu'elle réponde. Jacques, je suis vraiment fatigué. Si tu veux de la compagnie, pourquoi pas demander à quelqu'un d'autre de passer la soirée avec toi? Si Jacques remarque alors, c'est bien toi ça d'être aussi égoïste. Sa demande était en fait une exigence. Au lieu d'empathiser avec le besoin de repos de Jeanne, il lui fait un reproche pour sa réponse. Considérons un deuxième scénario pour la même situation. Jacques commence par dire « Je me sens seul et je voudrais que tu passes la soirée avec moi. » Jeanne répond « Jacques, je suis vraiment fatigué. Si tu veux de la compagnie, pourquoi pas demander à quelqu'un d'autre de passer la soirée avec toi ?» Jacques se détourne sans dire un mot. Jeanne, sentant qu'il est fâché, dit « Est-ce que quelque chose te dérange ?» Jacques « Non. » Jeanne « Allez, Jacques, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Jacques « Tu sais combien je me sens seul. Si tu m'aimais vraiment, tu passerais la soirée avec moi. » Une nouvelle fois, Jacques ne montre pas d'empathie pour Jeanne et ses besoins, et maintenant il interprète sa réponse comme un rejet et qu'elle ne l'aime pas. Plus on interprète les refus comme signe qu'on est rejeté, plus on augmente le risque que nos demandes soient entendues comme des exigences. Ceci conduit à une prophétie qui se réalise elle-même, car plus les gens entendent des exigences, moins ils prennent plaisir à répondre à nos demandes. À l'opposé, on saurait que la demande de Jacques était une véritable demande et pas une exigence, si sa réponse à Jeanne avait exprimé une reconnaissance respectueuse d'elle et de ses besoins. Il aurait dans ce cas pu lui dire « Alors tu te sens épuisée, Jeanne, et tu as besoin de repos ce soir. » Ensuite, une fois qu'il lui aurait communiqué cette empathie, s'il voulait essayer de trouver avec elle s'il y aurait un autre moyen pour satisfaire leurs besoins à tous les deux, si elle avait reçu l'empathie en premier, il est probable qu'elle aurait été d'accord pour chercher une autre solution que de ne pas le voir ce soir-là. Nous pouvons aider les autres à avoir confiance que nous demandons et que nous n'exigeons pas, en indiquant que nous souhaitons uniquement que la personne accepte si elle peut le faire de son plein gré. On pourrait donc demander « Est-ce que tu serais d'accord pour mettre la table ?» au lieu de « Je voudrais que tu mettes la table ». Cependant, la façon la plus efficace de communiquer qu'on fait une véritable demande est de faire preuve d'empathie envers les gens lorsque pour quelque raison que ce soit, ils ne souhaitent pas faire ce qu'on demande. On montre qu'on leur adresse une demande plutôt qu'une exigence par la façon dont on répond lorsque les gens refusent. Si nous sommes prêts à montrer une compréhension empathique de ce qui empêche quelqu'un de faire ce qu'on demande, alors par définition, nous avons exprimé une demande et pas une exigence. Choisir de demander au lieu d'exiger ne veut pas dire qu'on renonce lorsque quelqu'un dit non à notre demande. Cela veut dire qu'on ne cherche pas à les persuader tant qu'on n'a pas compris avec empathie ce qui empêche l'autre personne de répondre oui. Exprimer une demande véritable nécessite aussi d'être conscient de notre objectif. Si notre objectif est seulement de changer les gens et leur comportement et d'obtenir ce qu'on veut, alors la communication non violente n'est pas un outil approprié. La communication non violente est conçue pour ceux d'entre nous qui voudraient que les autres changent et répondent, uniquement lorsqu'ils peuvent le faire de leur plein gré et avec compassion. Le but de la communication non violente est d'établir une relation basée sur la sincérité et l'empathie. Lorsque les autres ont confiance dans le fait que notre objectif principal est la qualité de la relation, et que nous attendons de ce processus la satisfaction des besoins de tout le monde, alors ils peuvent être confiants que nos demandes sont de véritables demandes et pas des exigences camouflées. Il est difficile de rester conscient de cet objectif, surtout pour les parents, enseignants, cadres et autres personnes dont le travail consiste en grande partie à influencer les gens et obtenir des résultats. Au cours des phases initiales de l'apprentissage de ce processus, il peut arriver qu'on applique les éléments de la communication non violente de manière mécanique, sans être conscient de l'objectif profond. Et il est important d'être en permanence conscient que le but n'est pas d'obtenir ce qu'on veut, mais la qualité de relation qui rend possible de donner par compassion. Donner par compassion d'une sorte qui permette aux besoins de tous d'être satisfaits.
Parfois, même quand nous sommes conscients de notre intention et que nous exprimons notre demande avec soin, les gens peuvent entendre une exigence, surtout si leur vie passée a été remplie d'exigences. Et ceci est particulièrement vrai lorsque nous occupons une position d'autorité et que nous nous adressons à ceux qui n'ont pas eu de bonnes expériences dans le passé avec les gens occupant des positions d'autorité. Une fois, l'administrateur d'un lycée m'avait invité à faire aux enseignants une démonstration de la façon dont la communication non violente pourrait être utile pour communiquer avec les élèves qui ne coopéraient pas comme les enseignants auraient voulu. On m'avait donc demandé de rencontrer 40 élèves qu'on jugeait socialement et émotionnellement mal ajustés. J'étais frappé par la façon dont ce genre d'étiquette provoque ce qu'elle dénote. Si vous étiez un élève qu'on avait étiqueté de la sorte, cela ne vous donnerait-il pas la permission de vous amuser à l'école, et ne seriez-vous pas tenté de résister à quoi qu'on puisse vous demander, si vous saviez qu'on pense de vous que vous êtes socialement et émotionnellement mal ajusté? En étiquetant les gens de cette manière, on est porté à se comporter avec eux d'une façon qui contribue au comportement même qui est celui qui nous préoccupe, et ensuite nous utilisons ceci comme une confirmation de notre diagnostic. Puisque ces élèves savaient qu'ils avaient été classés de cette façon, je n'étais pas surpris lorsque j'arrivais de trouver la plupart d'entre eux penchés aux fenêtres en train de crier des insanités à leurs amis dans la cour. Je commençai par faire une demande. J'ai dû élever la voix pour me faire entendre et j'ai dit « Je voudrais que vous veniez tous vous asseoir pour que je puisse vous dire qui je suis et ce que je voudrais faire aujourd'hui. » À peu près la moitié des élèves vinrent s'asseoir. Je n'étais pas sûr qu'ils m'avaient tous entendu, alors j'ai renouvelé ma demande. Cette fois, tout le monde vint s'asseoir, sauf 2 jeunes hommes qui restèrent penchés à la fenêtre. Malheureusement pour moi, ces 2-là étaient les plus grands de la classe. « Excusez-moi, leur dis-je, est-ce qu'un de vous 2, messieurs, voudrait me dire ce que vous m'avez entendu dire ?» L'un des 2 se tourna vers moi et dit « Ouais, vous avez dit qu'on devait venir s'asseoir. » Je me dis à moi-même « Oh oh, il a entendu ma demande comme une exigence. » À haute voix, je dis « Monsieur ». J'ai appris à toujours dire « monsieur » aux gens avec des biceps comme les siens, surtout quand l'un d'eux a un tatouage. « Est-ce que vous seriez d'accord pour me dire comment j'aurais pu vous faire savoir ce que je voudrais, sans que ça sonne comme si je cherchais à vous commander ?» Il dit « Hein ?» Vous voyez, il avait été conditionné à s'attendre à des exigences de la part des autorités, il n'était pas habitué à mon approche différente de simplement faire une demande. Donc je lui dis « Comment est-ce que je peux vous dire ce que je voudrais sans que ça sonne comme si je ne m'intéresse pas à ce que vous voudriez ?» Il réfléchit un instant et dit « Je sais pas. » Je dis « Eh bien ce qui se passe entre vous et moi en ce moment est un bon exemple de ce dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Je crois que les gens peuvent prendre beaucoup plus de plaisir au temps passé ensemble s'ils peuvent dire ce qu'ils souhaiteraient les uns des autres sans que ça soit entendu comme s'ils donnaient des ordres. Donc, quand je vous dis ce que je voudrais, je ne suis pas en train de dire que vous devez le faire et que si vous ne le faites pas, je vais essayer de vous rendre la vie désagréable. Alors, comment est-ce que je peux vous dire ce que je veux, de manière à ce que vous puissiez avoir confiance que je fais simplement une demande ? À mon soulagement, ceci parut avoir du sens pour ce jeune homme, qui avec son ami rejoignit le groupe. Dans certaines situations comme celle-ci, il se peut qu'il faille du temps avant que la personne ait confiance que nos demandes sont des demandes et pas des exigences. Lorsqu'on fait une demande, il est utile également de chercher si on a à l'esprit des pensées comme celles qui suivent, qui transforment automatiquement les demandes en exigences. Par exemple, si nous avons un « devrait » en tête, il devrait nettoyer une fois qu'il a fini. Alors, quoi que ce soit qu'on demande, va probablement être entendu comme une exigence. Si nous pensons « elle est censée faire ce que je demande », là aussi, ce sera probablement entendu comme une exigence. Si je dis « je mérite une augmentation », alors probablement ce que je demande sera une exigence. Il est juste que je les fasse rester plus longtemps, sera probablement entendu comme une exigence. J'ai le droit d'avoir plus de vacances. Quoi que je demande sera probablement entendu comme une exigence. Lorsqu'on définit nos besoins de cette façon, on est amené à juger les autres lorsqu'ils ne font pas ce qu'on demande. À chaque fois qu'on a des mots comme « doit »,« est censé »,« mérite »,« le droit », etc.,